Je n'aurais jamais pensé voir ce que j'ai vu lorsque je suis allé rendre visite à mon oncle Rouf ce jour-là. Ce moment a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur lui, sur moi, sur les limites discrètes que nous avions toujours respectées. J'avais 25 ans, et je vivais dans un petit appartement exigu au 4e étage d'un immeuble en briques délabrées, avec des escaliers qui grinçaient et des voisins que l'on ne voyait qu'en passant. Ma vie était une mosaïque de petits boulots. Je passais la moitié de ma semaine derrière le comptoir d'un café, et l'autre moitié à enchaîner des missions de rédaction freelance qui me rapportaient à peine de quoi payer mes factures. Les nuits tardives se prolongeaient jusqu'au petit matin, et la liberté ne venait que par moments fugaces et fragiles, comme lorsque je rentrais chez à pied après la fermeture du café, alors que les rues de la ville étaient calmes et que la lueur des réverbères me donnait l'impression d'être dans mon propre monde secret. J'avais toujours été la marginale de ma famille, celle qui ne correspondait pas à leurs attentes bien ordonnées. Mes cousins étaient comptables, enseignants, employés de bureau, avec une vie stable et un avenir tout tracé. J'étais l'agitée, à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, refusant de m'installer dans les cases dans lesquelles ils semblaient si à l'aise. En grandissant, j'ai rapidement appris à esquiver le genre d'attention qu'aucun enfant ne devrait avoir à subir. Les réunions de famille étaient toujours un champ de mine, trop de mains qui s'attardaient une seconde de trop de sourires qui n'en étaient pas vraiment. Je suis devenue experte dans l'art de lire les ambiances, de me réfugier dans la cuisine, de m'éclipser pour éviter les personnes qui me considéraient comme une proie facile. Mon oncle Rufus, lui, était différent. Rouf était le frère aîné de ma mère, un homme qui semblait fait d'ombre tranquille et de solitude. Il avait la quarantaine bien avancée, vivait seul dans une petite maison modeste à la périphérie de la ville et dégageait une présence douce et discrète qui faisait que les gens ne le remarquaient pas. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant, et, pour autant que je sache, n'avait pas d'amis proches. Mais il était gentil d'une manière qui semblait sincère, sans être artificielle. C'était lui qui me glissait un billet de 20 $ plié lorsqu'il apprenait que j'avais du retard dans le paiement de mon loyer, lui qui ne posait jamais de questions dont il n'avait pas besoin de connaître les réponses. Sa maison donnait toujours l'impression de remonter dans le temps, la lumière poussiéreuse du soleil filtrant à travers les rideaux défraîchis, l'air imprégné d'une odeur de café et de tabac, les vieux meubles affaissés d'une manière familière. Je m'y sentais toujours en sécurité, enveloppée d'un calme que mon propre appartement n'avait jamais. Chaque fois que je lui rendais visite, il se traînait jusqu'à la cuisine, m'offrait un soda ou un thé, et s'asseyait à table, les coudes appuyés, écoutant comme si mes paroles avaient de l'importance. Il ne dépassait jamais les limites, ne me faisait jamais me recroqueviller ou tressaillir. Dans une famille pleine de mines, Rouf avait toujours été mon havre de paix. Cet après-midi-là, je me suis rendue chez lui à la demande de ma mère. Il est très silencieux ces derniers temps, m'avait-elle dit au téléphone, la voix teintée d'une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler. Il n'est pas venu au barbecue le week-end dernier, et il ne répond pas à mes appels. Assure-toi juste qu'il va bien. Tu sais comment il est. Cela ne me dérangeait pas, honnêtement. J'étais ravie d'avoir une excuse. La vie en ville me pesait, la circulation, les sirènes, le bourdonnement de l'électricité à travers les murs fins. Conduire jusqu'à la périphérie tranquille de la ville, où les champs s'étendaient à perte de vue et où l'air sentait la pluie, me donnait l'impression de m'évader un peu. J'ai baissé les vitres pendant que je conduisais, laissant le vent emmêler mes cheveux, laissant mon esprit vagabonder entre les fantômes de vieux souvenirs et le confort de la route devant moi. Lorsque je me suis garée dans l'allée de gravier de Rouf, le soleil penchait vers l'ouest, projetant de longues ombres dans son jardin. Sa maison était la même que d'habitude, modeste, calme, avec sa peinture blanche écaillée et sa porte moustiquaire qui grinçait au moindre souffle de vent. Mais quelque chose dans l'air semblait différent. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais le silence semblait plus pesant que d'habitude, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je gravis les marches du porche, le cœur battant doucement dans ma poitrine, et frappai à la porte. Lorsque je m'engageai dans son allée, le soleil était bas, peignant le ciel de nuances orange et rose. Son camion était garé devant la maison, mais celle-ci semblait immobile, presque trop calme. Je frappai à la porte, mes baskets crissant sur le gravier. Pas de réponse. Je frappai à nouveau, plus fort cette fois, et appelai « Oncle Rouf ». C'était vide. Toujours rien. Un frisson d'inquiétude me parcourut l'échine. Et s'il lui était arrivé quelque chose ? Il n'était plus tout jeune,
et l'inquiétude de ma mère commençait à me gagner. J'essayai la poignée de la porte, qui s'ouvrit facilement et la porte grinça en s'ouvrant, laissant échapper une vague de cette odeur familière de café et de tabac. Le salon était sombre, les rideaux tirés, et la seule lumière provenait de la lueur vacillante d'un téléviseur dans un coin. « Rouf » appelai-je à nouveau en entrant. Ma voix résonna dans la maison silencieuse. Je posai mon sac sur le canapé et me dirigeai vers le couloir, le cœur battant à toute vitesse. Et s'il était tombé? Et s'il était malade? Le son me frappa d'abord, un bruit grave et rythmé provenant de sa chambre. Ce n'était ni de la musique ni la télévision, c'était autre chose, quelque chose d'indubitable. Mon estomac se noua, mais la curiosité me poussa à avancer. J'avais déjà entendu ces sons dans ma propre vie, à des moments dont je n'étais pas fière. J'aurais dû faire demi-tour, l'appeler à nouveau ou partir, mais mes pieds continuaient d'avancer, poussés par un mélange d'inquiétude et de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. La porte de sa chambre était légèrement entr'ouverte, et je jetai un coup d'œil à travers l'interstice. La pièce était sombre, à l'exception de la lueur de l'écran d'un ordinateur portable posé sur le lit. Rouf était assis là, dos à moi, un casque sur les oreilles, inconscient du monde qui l'entourait. À l'écran, deux silhouettes s'entremêlaient dans un enchevêtrement de membres, leurs gémissements s'échappant des écouteurs assez forts pour que je puisse les entendre. Des vidéos pour adultes. Mon oncle, cet homme calme et gentil qui ne m'avait jamais regardé de travers, regardait du porno. Je me figeai, le souffle coupé. Une partie de moi avait envie de rire. Rouf? Une autre partie sentait une étrange chaleur monter dans mon cou. Je l'avais toujours considéré comme sûr, presque asexué, l'oncle qui réparait ma voiture sans poser de questions. Mais il était là, perdu dans un monde que je n'aurais jamais imaginé le voir visiter. J'aurais dû reculer, mais je ne l'ai pas fait. Je restai là, à le regarder l'écran, et quelque chose s'éveilla en moi. Une étincelle dangereuse et inconnue. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Peut-être toutes ces années passées à esquiver des proches qui me considéraient comme un trophée à conquérir. Peut-être l'excitation de voir Rouf, la seule personne en qui j'avais confiance, dans un moment si brut et si humain. Ou peut-être était-ce simplement moi, Evelyne, la fille qui avait toujours dansé trop près du précipice. J'ai poussé la porte un peu plus, la laissant grincer exprès. Rouf sursauta, arracha ses écouteurs et claqua le couvercle de son ordinateur portable. Son visage devint rouge. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils croisèrent les miens. « Lévi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un mélange de panique et d'embarras, ses mains tâtonnant pour tirer une couverture sur l'ordinateur. « Je suis venu voir si tu allais bien, » dis-je en m'appuyant contre le cadre de la porte, ma voix plus calme que je ne l'étais en réalité. Maman s'inquiétait. « Ça va ?» Il acquiesça trop rapidement, les mains toujours agrippées à la couverture. « Oui, ça va. Je me détends, c'est tout. » Je haussai un sourcil, laissant un petit sourire se dessiner sur mes lèvres. « Tu te détends ?» Il rougit davantage et détourna rapidement le regard, marmonnant quelque chose à propos de réparer l'évier. Sa voix se brisa juste assez pour que je le remarque, et je pouvais voir la tension dans ses épaules alors qu'il manipulait maladroitement les outils sur le comptoir. Il essayait de s'échapper, de fuir ce moment, mais je ne bougeais pas de l'embrasure de la porte. L'air entre nous était lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une agitation inhabituelle. Je n'avais jamais vu Rouf comme ça auparavant, vulnérable, hésitant, presque humain, d'une manière que je n'avais pas prévue. « Rouf » dis-je doucement, laissant son nom flotter dans l'air tandis que je m'avançais dans la pièce. « Tu n'as pas besoin de t'enfuir. Tout va bien. » Il se figea, la main suspendue au-dessus du vieux robinet, comme s'il ne savait pas s'il devait le réparer ou s'enfuir. Lentement, il se tourna vers moi. Ses yeux, d'habitude si calmes, étaient désormais incertains, assombris par des pensées que je ne pouvais déchiffrer. « Evie, » dit-il, sa voix calme, mais avec une gravité que je ne lui avais jamais entendue auparavant. « Tu ne devrais pas être ici. » Je penchai la tête, l'observant, sentant l'étrange silence peser sur nous comme un mur. La pièce sentait légèrement le pain et la poussière, et la vieille horloge accrochée au mur faisait un tic-tac si fort que je pouvais presque sentir chaque seconde s'écouler.
Pourquoi ? Demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il hésita, serra la mâchoire, puis secoua la tête. Parce que les choses pourraient se compliquer, et une fois que c'est le cas, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, comme s'il allait sortir par là pour m'éviter, puis revint vers le sol, où son pied tapait nerveusement contre les planches de bois. Je connaissais Ruth depuis des années. Je l'avais vu calme dans les tempêtes, serein dans le chaos. Mais jamais comme ça. Le voir indécis me procura un frisson que je ne pouvais expliquer. Je fis un autre pas vers lui, et il ne recula pas. Mon cœur battait à tout rompre, plus fort que le tic-tac de l'horloge, plus fort que le vent qui soufflait contre la vitre. J'avais l'impression que toute la maison écoutait. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, » dis-je, laissant le silence s'étirer entre mes mots. « Je ne suis pas là pour te compliquer les choses. » Il leva à nouveau les yeux vers moi, et pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression de voir les murs qui l'entouraient se fissurer. Son regard racontait une histoire, la peur, l'hésitation, et quelque chose d'autre, enfoui au plus profond de lui, qu'il n'était pas prêt à admettre, même à lui-même. « J'ai passé beaucoup de temps à garder mes distances, Evie, dit-il enfin, d'une voix basse et rauque, comme si prononcer ces mots lui coûtait quelque chose. Et certaines choses, une fois qu'elles ont commencé, ne peuvent plus être effacées. Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je laissai les mots s'installer entre nous, la tension s'enroulant comme une corde trop tendue. Une planche craqua sous mes pas alors que je me rapprochai un peu plus. Je pouvais voir sa poitrine se soulever et s'abaisser. Sa main tremblait, comme s'il ne savait pas s'il devait me toucher ou me repousser. Peut-être, dis-je doucement, mais certaines choses valent la peine de prendre le risque. Son regard se porta vers la porte, puis revint vers moi, et je pouvais presque sentir la guerre qui faisait rage en lui. Je restai où j'étais, sans m'approcher davantage cette fois-ci, le laissant prendre sa décision. La pièce était silencieuse, à l'exception du vent à l'extérieur et de la vieille horloge qui marquait chaque seconde où nous restions là, suspendus dans un moment qui semblait interminable. Puis, lentement, ses épaules s'abaissèrent, et la tension dans sa posture s'adoucit. Il ne parla pas, mais il ne s'éloigna pas non plus. Quelle que soit la tempête qui faisait rage dans son esprit, il me laissait maintenant entrevoir ses contours. Et dans cette compréhension tacite, quelque chose entre nous changea, quelque chose qui ne pouvait être effacé. Et la vieille maison semblait soupirer avec nous alors que le moment s'installait. Dehors, un oiseau criait au loin, et le soleil descendait, baignant la pièce d'une lueur dorée et tranquille. Son baiser fut avide, rempli d'un désir qui avait été emprisonné pendant des années. La cage s'était brisée. Ce n'était pas seulement un baiser, c'était une tempête qui éclatait, une marée qui finissait par déferler après avoir été retenue trop longtemps. Ses mains trouvèrent ma taille et m'attirèrent vers lui avec une sorte d'urgence qui fit battre mon cœur plus vite. Mes doigts s'agrippèrent instinctivement à sa chemise, et pendant un instant, le monde extérieur cessa tout simplement d'exister. L'ordinateur portable glissa du lit et heurta le sol en bois dans un bruit sourd, mais aucun de nous ne regarda. C'était comme si la gravité elle-même avait changé, et la seule chose qui comptait était l'attraction entre nous. J'entendais le léger grincement du couloir, le doux ronronnement du réfrigérateur au loin, mais tout cela s'estompa lorsque mes sens se concentrèrent sur lui, sa chaleur, son parfum, la façon dont son souffle frôlait ma joue. La porte ouverte derrière nous me traversa l'esprit pendant une seconde, mais je ne pus m'empêcher de continuer. Ma main se tendit derrière moi, presque sans que j'y pense, et la poussa pour la fermer. Le léger clic me sembla incroyablement fort, un petit bruit délibéré qui nous isolait du monde. Dans cette pièce fermée, le temps se déforma. Ce qui suivit fut un tourbillon de chaleur, de souffle et de peau, mais chaque instant resta dans ma mémoire, comme si je n'avais jamais connu le toucher auparavant. J'avais déjà été avec des hommes, oui, mais il s'agissait de rencontres insouciantes et irréfléchies qui me laissaient un sentiment de vide après coup. Mais Rufus était différent. Ce n'était pas juste une autre aventure éphémère. Il n'était pas un étranger. Je n'avais pas besoin de faire semblant avec lui. C'était quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un que je pensais ne jamais pouvoir avoir, et cela rendait chaque mouvement, chaque souffle, insupportablement réel. Il hésita d'abord. Son toucher était doux, presque respectueux,
comme s'il craignait de me briser ou de briser la chose fragile que nous étions sur le point de créer. Je pouvais le voir dans la tension de sa mâchoire, dans la façon dont ses yeux cherchaient les miens, me demandant silencieusement si j'étais sûre. Je lui murmurais que oui, encore et encore, comme si le dire pouvait nous convaincre tous les deux. Quand il se laissa enfin aller, vraiment aller, c'était comme un feu qui embrase de l'herbe sèche, rapide, dévorant, imparable. La distance que nous avions toujours maintenue entre nous se consuma en un instant. C'était à la fois quelque chose d'interdit et de sacré, une étincelle qui attendait le bon moment pour s'enflammer. Je ne me sentais pas seulement désirée, je me sentais vue, comme s'il m'avait regardé tout ce temps sans jamais se permettre d'atteindre vraiment ce qu'il voulait. Après cela, le monde revint par petits fragments, le tic-tac de la vieille horloge, le faible bourdonnement de la rue à l'extérieur, l'odeur de pain du parquet. Nous étions allongés là, enchevêtrés dans les draps, tous deux trop silencieux, la pièce trop calme. J'ai posé ma tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur, me ramenant à l'instant présent. Mon regard se posa sur l'ordinateur portable éteint, oublié sur le sol, témoin silencieux d'une nuit qui, je le savais, me hanterait à jamais. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais en sécurité. Non pas la sécurité superficielle des portes verrouillées et des murs familiers, mais la sécurité profonde et fragile d'être moi-même sans être jugé. Pas de faux-semblants, pas de mur, pas d'armure. On ne peut le dire à personne, dit Ruth enfin, sa voix basse et rauque, comme s'il s'adressait à la pièce plutôt qu'à moi. Il y avait une ombre dans son ton, un poids. Ça doit rester entre nous. J'acquiesçai lentement, traçant mon doigt le long de son bras, mémorisant sa silhouette dans l'obscurité. Je sais, murmurai-je. C'est juste à nous. Et je le pensais vraiment. Dans une famille où les secrets s'échangeaient comme de la monnaie, où les chuchotements pouvaient vous construire ou vous détruire, c'était le seul secret que je gardais de toutes mes forces. C'était le fil que je cachais dans les replis de ma vie, quelque chose de fragile mais de vivant, une lueur de chaleur dans un monde qui semblait souvent si froid. Les jours qui suivirent furent un rêve étrange et désorientant. Je retournai à mon appartement, à la routine monotone de mon travail, à saluer poliment mes voisins dans le couloir. Mais rien n'était plus pareil. Mon monde avait changé, s'était légèrement incliné sur le côté, comme si je marchais sur une corde raide tendue au-dessus d'un canyon invisible que moi seul pouvais voir. Le souvenir de cette nuit restait présent dans un coin de mon esprit, brûlant comme un charbon que je ne pouvais éteindre. Il changeait la couleur de tout, la lumière du matin à travers la fenêtre de la cuisine, le goût du café, le bruit de mon téléphone qui vibrait sur la table. Chaque instant ordinaire était chargé d'une nouvelle électricité, d'un poids secret. Quand je revis Ruth une semaine plus tard, le monde sembla s'arrêter un instant. Les bavardages des gens autour de nous, le bourdonnement lointain de la ville, le rythme ordinaire de la vie, tout cela s'estompa à l'arrière-plan. Il se tenait près du portail, une main dans la poche, l'autre tenant une clé à molette, comme s'il venait de réparer quelque chose. Il y avait un changement tacite entre nous, une ligne invisible que nous seuls pouvions voir. Aucun mot n'était nécessaire, et pourtant, tant de choses étaient dites dans ce silence. Il me regarda, un seul regard fixe et silencieux, et je ressentis la même vibration que lors de la nuit que nous avions partagée. Sa présence était plus intense à présent, comme s'il était enraciné au sol d'une manière qui rendait tout le reste léger. Un hochement de tête, un regard, une brève pause dans sa respiration, chaque petit mouvement avait une signification. Nous n'avions pas besoin de le dire à voix haute. C'était là, gravé dans l'air entre nous, un langage secret que nous seuls comprenions. La vie continuait comme toujours. Les gens riaient, travaillaient, se déplaçaient autour de nous, inconscients. Mais pour moi, le monde était désormais plus net. Je remarquais des choses que je n'avais jamais vraiment vues auparavant, la façon dont la lumière du soleil frappait ses épaules lorsqu'il s'appuyait contre la barrière, la façon dont sa voix portait un poids tranquille lorsqu'il parlait enfin à quelqu'un d'autre. Ces mouvements, même les plus infimes, semblaient délibérés. C'était comme si la nuit que nous avions partagée avait décapé une couche du monde et révélé la vérité qui se cachait en dessous. Je le regardais travailler, réparer un morceau de bois détaché, le front plissé par la concentration. Il y avait en lui une stabilité, une force prudente qui contrastait tellement avec le chaos de la vie que je connaissais.
et dans cette étrange clarté, j'ai réalisé que nous portions tous les deux bien plus que ce que l'on pouvait voir. Il avait ses combats, j'avais les miens, des guerres silencieuses menées dans le calme, des peurs que nous n'osions jamais avouer à voix haute. Pourtant, l'un dans l'autre, nous avons trouvé un fragile sentiment de confiance, comme un fil tendu entre deux falaises, délicat mais ininterrompu. Notre secret devint une chose vivante, cachée derrière des portes closes et des regards échangés. C'était dans la façon dont sa main effleurait la mienne quand personne ne regardait, dans la façon dont je m'attardais un peu trop longtemps en sa présence. Personne d'autre ne savait, et c'est peut-être ce qui le rendait si vivant, comme un trésor enfoui à la vue de tous. Je le gardais farouchement, même s'il pesait sur moi comme une pierre dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas complètement seule. Ce lien silencieux, tacite, invisible m'enveloppait comme un bouclier contre le monde. Mais au plus profond de moi, un murmure de doute subsistait. Je ne savais pas où ce chemin me mènerait, si le poids de notre secret deviendrait trop lourd à porter ou s'il briserait un jour le monde fragile que nous avions construit. Pour l'instant, je m'accrochais. Je laissais le monde croire que rien n'avait changé, alors qu'à l'intérieur, tout avait changé.